Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons faire le Sioum, la conclusion du traité Beitza. Le Sioum est dédié à la mémoire de ma sœur, qui est décédée le 5 Adar 5783, et le Sioum a été fait le 5 Adar 5785. Sarah Beyaïda bat Aaron, que son âme repose en paix et que Dieu protège toute sa famille, son mari et ses enfants, le Orech Yamim Veshanim Tovot, avec une bonne santé et une bonne éducation. Matnitin, la Mishnah nous dit, on ne peut pas abreuver et égorger les animaux des prairies. C'est-à-dire, malgré le fait que la Torah elle permet de faire la shrita le jour de Yom Tov, vu que Hutra Mlechet Ochel Nefesh, on a le droit de faire tout ce qui est nécessaire pour manger le jour de Yom Tov, on a le droit de faire aussi la shrita, abattre un animal. Mais les midbariot, ceux qui sont du désert, ceux qui sont dans les prairies, eux, on n'a pas le droit de faire la shrita. Pourquoi? Parce que Mishum Muktzeh, comme Rashi nous le dit, Mashkin Veshochatin Tamid Bariot, Mishum Muktzeh, parce qu'ils sont Muktzeh. Muktzeh, ça veut dire qu'ils ont été mis à l'écart de l'esprit de la personne. Ce que la personne est là devant lui, à côté de lui, il a l'intention, peut-être, Yom Tov, je vais faire la shrita si j'en ai besoin. Mais celle qui est dans les prairies, il ne savait pas avant Yom Tov s'il allait la voir pendant Yom Tov. Il ne lui a pas envoyé une invitation, une demande d'invitation, je veux venir pendant Yom Tov pour que tu puisses m'égorger et manger. Donc, on ne sait pas si cet animal va venir. Donc il est Muktzeh. Maintenant, Rashi s'arrête sur un deuxième point. On nous parle ici d'abreuver les animaux. Mais un instant, quel rapport ici abreuver les animaux? On a le droit d'abreuver nos animaux. Alors Rashi nous dit, dans la Gemara, on va voir pourquoi on parle d'abreuver un animal. Continuons la Mishnah. On peut abreuver et égorger les animaux domestiques. Après, la Mishnah nous dit c'est quoi les critères de ceux qui sont domestiques. Elouen Bayatot, voici ceux qui sont considérés des animaux domestiques qu'on a le droit donc de faire la shrita pendant Yom Tov. Alanot Ba'ir, c'est ceux qui passent la nuit dans la ville. C'est quoi les critères des animaux de prairie midbariot? C'est Alanot Ba'afar, c'est ceux qui passent la nuit dans les pâturages. Gemara, la Gemara demande tout d'abord, pourquoi il est nécessaire de dire on peut abreuver et égorger? La Mishnah, évidemment, on ne veut pas nous enseigner qu'on a le droit d'abreuver. On a déjà appris dans le passé que nos animaux, on a le droit de les abreuver. Alors, pourquoi on parle ici d'abreuver si on peut, oui, abreuver, pas abreuver, a priori, c'est pas ça que la Mishnah veut nous dire. Alors, la Gemara répond, la Mishnah nous informe au passage d'une autre chose, une information. C'est bon à savoir. On te conseille d'abreuver ton animal et après seulement l'égorger. Pourquoi? En raison de l'adhérence de la peau à la chair de l'animal. Vu qu'on va dépouiller l'animal après qu'on fait la shrita, c'est la raison pour laquelle on le fait boire avant, pour que ce sera plus facile de le dépouiller, pour que la peau ne soit pas collée à la chair, donc ça sera plus facile à la décoller. Rashi, milta gav uche, de Tana. Le Tana qui nous a enseigné des Havel et l'Orouye, il nous aurait dû enseigner des Behemoth dans les animaux, Mimuter et Tomi Asura. C'est vrai que ce qu'il nous aurait dû nous enseigner, c'est uniquement quel animal est permis de faire la shrita, lequel il est interdit. Nakatuche Belishna, il a pris en chemin dans son langage, il nous a pris quelque chose de mashmamina qu'on va déduire de ça, miltachat, une nouvelle chose, bederecharet, dans le comportement ordinaire. Qu'est-ce qu'on va apprendre? Que lorsque tu vas faire boire ton animal, ce sera plus facile, mishum sicha de mashra, c'est plus facile de détacher la peau de la chair. J'étais nochale afshita, sera facile à dépouiller. Car la peau, elle est trop collée à la chair. Quand on la fait boire, on l'abreuve, bien à ce moment-là, ça sera plus facile à la décoller. Bien, maintenant, parlons de ces midbariot et bayatot. Donc, ces animaux qui sont des animaux de prairie, ou bien ceux qui sont donc domestiques. Et en fonction de ça, est-ce qu'on a le droit de faire la shrita de ces animaux pendant Yom Tov ou pas? Alors, Tanouraban, nous avons une braïta ici. Dans cette braïta, nous allons voir Tanakama, qu'on va appeler donc Chachamim, les sages, une deuxième donc, opinion qui est celle donc de Rabbi. Tanourabanan, Elwen Midbariot Velon Bayatot. Voici ceux qui sont considérés des animaux de prairie et ceux qui sont considérés comme des animaux domestiques. Alors, Midbariot, ceux qui sont des animaux de prairie, donc Midbar, langage de désert, donc qui sont à l'extérieur de la ville. D'après Tanakama, c'est Kol Sheyotzot Bepesar Verod Ba'afar, c'est ceux qui sortent pendant la saison de Pessah, donc quand ça arrive avril, lorsque ça arrive le printemps, ils sortent et ils vont brouter dans les pâturages. Venichnas Birvia Rishona, par contre, ils rentrent en région habitée une fois qu'il y a les premières pluies. Via Rishona Rachinoudi, Birvia, c'est Machajvan, c'est dans le mois de Chajvan, dans le mois qui est juste après Sukkot, après le mois de Tishri. C'est là que les pluies commencent à tomber, et là, ils rentrent dans les régions habitées. Donc, eux, ils sont considérés
des midbariotes, sont quand même considérés, qui font partie donc du désert, des prairies, parce qu'ils ne sont pas là pendant toute la période, donc de Pessah jusqu'à Cheshvan, donc une grande partie du temps, ils ne sont pas là. Ve'el ou bayatot, d'après les rabbanan, d'après les sages, d'après la première opinion dans cette braïta, donc voici ceux qui sont des animaux domestiques. Kol sheyotzot verot chutzatrum. Tous ceux qui sortent et vont paître au-delà du troum, d'une région aménagée. Donc ils sortent donc, à l'extérieur du troum, à l'extérieur de 2000 coudées qu'on a pris plusieurs fois. Donc ils vont au lointain. Mais mais ils reviennent pour passer la nuit à l'intérieur du troum. Alors eux, ils sont considérés bayatot, ils sont considérés qu'ils sont domestiques. Ça, c'est l'opinion de Tanakama. Rabbi Omer, Rabbi dit, ça que vous avez dit, vous les chachamim, les sages, Tanakama, donc ce que vous avez dit, Elouvel ou bayatotem. Moi, je considère que ces deux-là, ils sont considérés bayatot, ils sont considérés des animaux qui sont domestiques. Même ceux qui partent et qui restent pendant toute la période d'été à l'extérieur, au lointain, vu qu'ils reviennent lorsqu'il y a la pluie, Birvia, Rishona, ils reviennent en Machajvan, ils sont considérés aussi domestiques. Alors d'après Rabbi, c'est quoi les midbariot, c'est quoi ceux qui sont considérés de prairies? Elle ou midbariot, quand chez Yotzot Verod Ba'afa. C'est ceux qui sortent et vont brouter dans les pâturages. Van Nichnas et la Yishuv, ils ne vont pas en région habitée, Lobimotacham, Velumotacham, ni en hiver, ni en été. Ça, donc en d'autres mots, ceux qui reviennent jamais en ville, ça c'est les midbariot, ça c'est ceux qui sont dans le désert. Maintenant, à savoir que cette discussion-là, c'est quoi bayatot, c'est quoi midbariot, c'est quoi qui sont domestiques, c'est quoi des animaux de prairie? Le but de cela, c'est pour donner une définition, qu'est-ce que j'ai le droit de faire la shrita pendant Yom Tov ou pas? Donc, si on en discute, ça veut dire qu'on tient de la notion de Moukse. Parce que, comme Rashi nous l'a dit, que les midbariot, ils sont Moukse, parce que j'ai pas l'intention d'en prendre avant la fête. Et je sais pas s'ils vont venir pendant la fête ou pas. Donc je peux pas dire, je vais faire la shrita. Si l'animal il est venu avant la fête dans la ville, soudainement, ok, très bien, tu peux le faire la shrita pendant la fête. Vu qu'il est midbariot, tu ne peux pas faire la shrita pendant la fête, même s'il est venu en ville, même s'il s'est retrouvé dans le troum, pendant Yom Tov. Donc, si tu discutes de cette notion-là, c'est quoi bayatot, c'est quoi midbariot, ça veut dire que tu tiens de la notion de moukse. Comme on a déjà appris plusieurs fois ici dans le traité Beitza, que quand on dit tu tiens du moukse ou tu tiens pas de moukse, c'est est-ce que tu élargis le moukse ou pas? Tout le monde tient de moukse, mais jusqu'à combien on le fait? A priori ici, en tous les cas, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Rabbi, qui a discuté dans cette braïta avec les chachamim, ils ont dit non, je suis pas d'accord avec vous, la définition de midbariot, c'est ceux qui reviennent jamais en ville. Ça veut dire que Rabbi, il tient de Moukse, il tient de l'opinion de Moukse. Alors, Gmar demande, ou mi'it le Rabbi Moukse, est-ce que Rabbi, lui, il tient d'une large application des lois de Moukse? A priori, non. Pourquoi? Rabbi Shimon ba Rabbi me Rabbi. Rabbi Shimon, le fils de Rabbi, a demandé de Rabbi. Il lui a demandé, il a dit, quelle est l'opinion du Rabbi Shimon? On a pris plusieurs fois dans la Gemara, dans le traité Betza, des accords entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. En ce qui concerne le Moukse, c'est que Rabbi Yehuda, il a une application des lois de Moukse assez large, tandis que Rabbi Shimon, ses applications des lois de Moukse sont assez restreintes. Alors, Rabbi Shimon, n'a pas confondre les deux Rabbi Shimon. On parle de Rabbi Shimon, le fils de Rabbi. Il a demandé à son père Rabbi, à Rabbi Yehuda Nassi, il a demandé, dis-moi papa, qu'est-ce que pense Rabbi Shimon? Le Rabbi Shimon qui n'est pas très strict sur le Moukse, qui n'élargit pas les lois de Moukse. Qu'est-ce qu'il en pense sur Patsil et Tzmara, sur les dates qui ne sont pas mûres? C'est des dates qui sont assez particulières. Comme Rashi nous l'explique, Patsil et Tzmara, Tzmarim, c'est des dates she'en mitbashot ba'ilan, qui ne deviennent pas mûres quand on les laisse sur l'arbre. Les olam, jamais ils deviendront mûrs là-bas sur l'arbre. Et godrimotan, donc ce qu'on fait, c'est qu'on les coupe de l'arbre. Mais a'ilan, ve osilem chotalot, et on leur fait donc des paniers avec des bois de palmier. Et cri, Rachid, c'est un ustensile, donc un panier capote marim avec des bois de palmier, avec on met ces dates à l'intérieur, et là-bas ils mûrissent. Donc on les met là-bas à l'intérieur, ils vont mûrir. Il y a des gens qui peuvent le manger comme ça, même avant que ça va mûrir. Et c'est mangeable. En général, les gens ils les laissent comme ça, donc mûrir dans ces paniers-là. La question est, est-ce que pendant Shabbat, c'est mouktsé ou c'est pas mouktsé, c'est patsil et tmara? C'est ce que Rabbi Shimon il a demandé à son père Rabbi. Qu'est-ce qu'il penserait de cela? Rabbi Shimon Amarle, son père Rabbi, a répondu à son fils Rabbi Shimon. Il lui a dit que d'après le Rabbi Shimon, qui ne tient pas à élargir les lois de mouktsé, d'après lui, en mouktsé le Rabbi Shimon. Les seules choses qui sont dans les lois de mouktsé, c'est en la grogot vetsimukim bilvat. C'est uniquement des figues sèches et des raisins secs. C'est quelqu'un, il a pris des figues, il les a mis à sécher. Des raisins, il les a mis à sécher. Alors, dans la période qu'ils sont en train de sécher, tu ne peux pas les manger. Donc, cette personne-là qui les a mis pour sécher, il les a mis de côté beyadaïm avec ses mains. Il a fait une action pour les mettre de côté qu'il il va pas les manger. Donc, ça, c'est considéré mouktsé. Mais les patsil et tamara que tu as mis dans ce panier-là, il y a certaines personnes qui le mangent. Ça, c'est pas considéré mouktsé. Alors, avant de voir c'est quoi la question que la Gemara, elle veut dire, voyons dans Rashi.
Dafmem Amoud Bet, en haut de la page. Alors d'abord, il y a Rashi en bas, de Dafmem Amoud Aleph, que je n'ai pas fait Mao. Mao, donc la question de Rabbi Shimon à son père Rabbi. Mao lechol mem biyot, est-ce qu'on a le droit d'en manger pendant Yom Tov, de ces patsil et tmara, de ces dattes qui ne sont pas encore mûres, qui vont mûrir dans le panier. Et son père lui a répondu, et la grotte de Tzimoukin, que d'après Rabbi Shimon, qui est restreint dans les lois de Moukhtse, qui n'élargit pas les lois de Moukhtse, c'est uniquement des figues sèches et des raisins secs, comme Rashi nous explique, Shehem mitrila ruim lachila, que ces figues et ces raisins, on pouvait les manger tels qu'ils sont. Mais lui, il les a repoussés avec ses mains, il a fait une action, les halotan, pour les faire monter sur le toit, les yapshat, pour qu'ils vont sécher là-bas, veshuv, et à ce moment-là, enam ruim, ils ne sont pas aptes à tchigif jusqu'à ce qu'ils vont sécher. Il faut faire quelque chose pour ils sont plus aptes, donc tu ne peux plus les manger, ils vont sécher. Alors ceux-là, ils sont mouktsé. Aval elou, mais ceux-là, c'est pas tsil, ces filles qui sont pas mûres, que tu as mis dans le panier pour qu'ils vont mûrir. L'odacha otam beyada, il les a pas repoussés avec ses mains. Ve'ika de'achel minayu. Il y en a qui en mangent comme ça. De'achel minayu hachi. Maintenant, la question sur Rabbi est la suivante. C'est que Rabbi, il a répondu à son fils Rabbi Shimon, qu'est-ce que pense le Rabbi Shimon qui est restreint sur les lois de Moukhtse. Alors, Rashi nous explique que la Gemara pense qu'à ça date et ça monte à l'esprit, mais des parish des milte de Rabbi Shimon, vu que Rabbi, il a dit à son fils Rabbi Shimon l'opinion de Rabbi Shimon, Alma que Rabbi Shimon, on dit que Rabbi, il pense aussi comme Rabbi Shimon. Si Rabbi pense comme Rabbi Shimon, c'est-à-dire qu'il ne tient pas des lois de Moukhtse. Il dit que les lois de Moukhtse s'appliquent uniquement dans Grog Vetzimou, qui vont dans des figues sèches, dans des raisins secs, dans des choses qu'il a repoussées avec ses mains. Dans ces cas-là, la question de la Gemara, elle est pourquoi Rabbi a besoin de parler de Midbariot? Qu'est-ce qu'il vient parler avec les sages? Il dit, ah non, vous avez dit que les Midbariot, les animaux qui sont des déserts, donc des prairies, ces bêtes-là, c'est les bêtes qui restent, qui reviennent seulement en hiver. Et moi, je pense que c'est ceux qui reviennent jamais. Discute pas, de toute façon, toi, tu tiens pas du tout de Moukhtse. Alors, si tu en discutes, c'est-à-dire que tu tiens oui de Moukhtse. Si tu tiens oui de Moukhtse, alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu as dit à ton fils Rabbi Shimon? Tu lui as expliqué l'opinion de Rabbi Shimon, comme on comprend. C'est lui qui lui a expliqué la raison de Rabbi Shimon, c'est-à-dire que lui aussi, il tient de ça. Donc, d'un côté, dans la Braïta, quand Rabbi nous dit, il y a Midbariot, il y a ceux du désert, il donne l'impression qu'il discute de ça, c'est-à-dire qu'il tient de Moukhtse. Par contre, quand il est en train de dire à son fils, Rabbi Shimon, l'explication du Rabbi Shimon, eh bien, il ne tient plus des lois, il tient pas des lois de Moukhtse. La Gemara donne 3 réponses. Première réponse, Iba et Tema. Si tu veux, je vais te dire comme ça. Hanenami, ceux-là aussi, ces animaux de prairie, ils sont aussi ils sont aussi comparables aux figues sèches et aux raisins secs, dans la mesure où ils convenaient à l'usage et il les a écartés. Donc, même Rabbi Shimon, il va dire qu'ils sont mouktsés, ces animaux-là qui sont dans le désert, qui sont dans la prairie. Donc, la première réponse, c'est de dire qu'en effet, Rabbi, il tient pas de mouktsé comme Rabbi Shimon, mais Rabbi Shimon tient oui de Moukhtse dans Grogod Vetzimoukin. Alors, comme Rashi nous dit, ces animaux donc, qui sont de prairie, qui ne rentrent jamais en ville, dans les régions habitées, qui Grogod Vetzimoukin, ils sont comparés comme des figues qu'il a mis à sécher ou des raisins qu'il a mis à sécher. Qu'il les met de côté avec ses mains, bien c'est la même chose aussi en ce qui concerne ces animaux. Donc d'après ça, Rabbi tient comme Rabbi Shimon, qu'il n'y a pas Moukhtse, mais ça c'est le cas de Moukhtse, parce qu'ils sont très très loin. Deuxième réponse, Iba et Tema, Veiba et Tema, si tu veux je te réponds. L'idvarav de Rabbi Shimon Kamar. Rabbi, il a expliqué à son fils, Rabbi Shimon, l'opinion du Rabbi Shimon, mais lui-même, Velelosfira, lui, il ne pense pas comme Rabbi Shimon. Lui, il tient oui de Moukhtse. Et c'est la raison pour laquelle il a discuté avec les rabbins et dit, je ne suis pas d'accord sur la définition, c'est quoi les bêtes de prairie, ces animaux-là qui sont mis de bariotes. Mais quand son fils lui a demandé, il a dit, d'après Rabbi Shimon, ça c'est son opinion, mais c'est pas que lui, Rabbi, il y tient. Rabbi tient oui de Moukhtse. Rashi, Veiba et Tema, si je veux te dire, El Moukhtse le Rabbi Shimon Kamarle. Quand il a dit il n'y a pas de Moukhtse, il est en train de dire à son fils Rabbi l'opinion du Rabbi Shimon. Avalé d'idée, mais lui-même Rabbi, Yesh Moukhtse, pour lui, il tient oui de Moukhtse. Non, une dernière réponse qui est contradictoire avec la réponse qu'on vient de dire maintenant. Parce que maintenant, on vient de dire qu'il est juste en train de présenter l'opinion de Rabbi Shimon, mais lui, il n'y tient pas. La réponse suivante, on dit l'inverse. Les divrem des Rabbanan Kamaro. Si tu veux, je vais te répondre que Rabbi, lorsqu'il a parlé des Midbariot avec les Rabbanan, il est en train de leur parler à eux. Il dit, moi, les Didi, El Moukhtse, d'après moi, il n'y a pas de Moukhtse. Donc d'après moi, même un animal qui est venu du désert, de la prairie, se trouve dans le troum, c'est le propriétaire, il veut le prendre et lui faire la shrita, il n'y a aucun souci, il a le droit de le faire. Elle a dit troum, mais d'après vous, que vous tenez oui de Moukhtse, vous dites qu'il y a une différence entre les Bayatot et les Midbariot, les animaux qui sont domestiques, les animaux qui sont dans le désert, qui sont dans la prairie.
au moins, Odolimiat, soyez d'accord avec moi, que les animaux qui sortent et broutent dans le pâturage à la période de Pessah et qui rentrent aux premières pluies, des bayatot, avouez, soyez d'accord avec moi que ça, quand même, c'est des bayatot. Moi, je suis pas d'accord déjà sur la notion de mouktsé, mais sur la définition de midbariot, au moins, on peut se mettre en accord. Ce que vous avez dit sur midbariot, je suis pas d'accord avec la définition que vous avez donnée. Pour les rabbins, ils ont dit non. Midbariot, les rabbins, ils ont dit non. Nous, on considère ça des animaux qui sont des animaux de prairie et ils sont donc mouktsé. Rashi, veiba et tema. Et si tu veux, je vais te dire, matnitin, la Mishnah, les divrem des rabbanan. Ça va être l'opinion des rabbanan. Des idlo mouktsé, qui tient, oui, de mouktsé, kamar le haut, il leur a dit. Donc, lui, il ne tient pas de ça, mais il dit, d'après vous, vous tenez le mouktsé. Ok, tenez le mouktsé, ça, je ne vais pas vous pouvoir changer d'avis. Mais au moins, sur le midbariot, sur la définition, c'est quoi, des animaux de prairie, soyez d'accord avec moi. Et il lui a répondu, non, on n'est pas d'accord avec toi sur ça aussi. Hadran alach machin, on reviendra vers toi, le 5e chapitre de Beitza qui s'appelle Machilin, Slikalo, Masachet Beitza, et le traité de Beitza est conclu. Conclure avec un mot du rabbi sur le Siou Maser. D'abord en partie de Niglé, de paroles du Khatam Sofer, et après donc ce que le rabbi l'explique. Donc le rabbi ramène au Khatam Sofer, qui demande une question donc, qui est évidente. Il dit, Ochel Nefesh. La Torah a permis tout ce qui est nécessaire pour manger le jour de Yom Tov. C'est pour ça qu'on permet de faire la shrita. Dans ces cas-là, justement pour cette raison-là, on devrait permettre de dépasser même le troum pour aller prendre un animal, même un animal qui est à l'extérieur du troum, même une midbariot, ça aussi tu pourras le prendre. Ces animaux-là, alors Khatam Sofer il répond, il dit que si le troum faisait partie du travail, des travaux, eh bien, en effet, on aurait dit ça correspond bien. La Torah a dit pour Yom Tov, ce qui est nécessaire pour manger, tu as le droit de le faire pendant Yom Tov. Parce que la Torah, donc, tu as dit il y a 39 travaux qui sont interdits Shabbat. Ces 39 travaux sont interdits aussi Yom Tov. Si c'est pour Ochel Nefesh, tu as le droit de transgresser, pas transgresser, de faire ce travail-là pour Ochel Nefesh. Mais il dit, ça, le troum, c'est un issur b'fnato, c'est une interdiction en soi-même. L'interdiction n'est pas à part, parce que c'est un travail, c'est une interdiction à part. Il dit comme par exemple l'interdiction de Chametz à Pessah, ou le Chadash avant le Homer, tu vas pas dire, bon, c'est Ochel Nefesh à Yom Tov, c'est Chametz à Pessah, c'est pas grave. C'est Pessah qui a besoin de manger, c'est Yom Tov, Ochel Nefesh, je vais manger du Chametz. Tu vas pas dire ça. Tu vas pas dire non plus qu'il y a du Chadash, il y a la nouvelle récolte, et c'est pas encore arrivé le moment de pouvoir manger la nouvelle récolte. Je vais quand même la manger, parce que c'est Yom Tov, tu vas pas dire ça. La même chose aussi pour le troum. Le Khatam Sofer, il dit, mais d'après ça, a priori, il y aurait une question, on va demander, il y a quelque chose qui ne va pas. Réfléchissons. C'est quoi la source? D'où on apprend l'interdiction de sortir à l'extérieur du trône pendant Yom Tov? On apprend ça, qui est écrit, que personne sorte le 7e jour, donc le jour de Shabbat, que personne sort de sa place. Mais ce verset-là, il est dit où? Il est dit à Shabbat, il n'est pas dit à Yom Tov. Alors, si l'interdiction de Troum, c'était parce que c'est un travail, ok, je comprends. Ça rentre dans les 39 travaux. Comme l'Achet Avoda Lotasu, qui dit pendant Yom Tov, qui c'est les 39 travaux de Shabbat qui sont interdits aussi pendant Yom Tov. Mais vu que l'interdiction de Troum, c'est pas lié avec la Mlacha, on vient de dire. Dans ces cas-là, pourquoi c'est interdit pendant Yom Tov? Ok, Shabbat, Troum, il est interdit. Je comprends. Mais pourquoi ce serait interdit donc pendant Yom Tov? C'est lié avec le jour de Shabbat. Alors, Khatam Sofer, il explique la raison pourquoi c'est aussi pour Yom Tov. Parce que le verset qu'on vient de dire, quand on n'a pas le droit de sortir de sa place le 7e jour, ça, c'est dit à propos de la manne, dans le contexte de la manne. Moshe Rabbeinu a dit, il n'y a pas besoin de sortir, il n'y a pas de manne, la manne, le pain céleste qui tombait pour le peuple juif pendant 40 ans dans le désert, ne tombait pas le jour du Shabbat. Donc, c'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit de sortir du trou, à l'extérieur du trou, le jour de Shabbat. Mais dans ces cas-là, si c'est pas une mlacha, c'est pas lié avec le travail, donc c'est pas lié spécialement avec quelque chose de Yom Tov. Yom Tov, on te dit, tout ce qui est mlacha pendant Shabbat, t'as pas le droit non plus de faire pendant Yom Tov. Mais si c'est pas une mlacha de Shabbat, alors pourquoi ça sera interdit pendant Yom Tov? Ok, pendant Shabbat, c'est interdit de sortir à l'extérieur du trou. Mais pourquoi c'est interdit de sortir à l'extérieur du trou le jour de Yom Tov? Eh bien justement, le Khatam Sofer dit, vu que c'est la manne, et la manne, elle ne tombait pas non plus pendant Yom Tov. Ah, la manne, elle ne tombe pas ni Shabbat, ni Yom Tov. Ah, la même chose qui s'applique pour le Shabbat, s'applique pour le Yom Tov. Shabbat, on te dit, ne sors pas de ta place, ne sors pas, ne dépasse pas le troum parce qu'il n'y a pas de manne. Yom Tov aussi, on te dit, ne dépasse pas le troum parce qu'il n'y a pas de manne. Ça, c'est ce que le Khatam Sofer, il dit. Et donc, d'après le Khatam Sofer, en effet, le troum, c'est pas une notion de mlacha, ça fait pas partie des 39 travaux, ni c'est pas lié avec la notion de travail, c'est lié avec la manne.
la manne, elle tombe pas ce jour-ci, t'as pas le droit de sortir à l'extérieur du trou. Mais vu que la manne, elle tombe pas Shabbat, elle ne tombe pas Yom Tov non plus, c'est la raison pour laquelle que tu n'as pas le droit de sortir à l'extérieur du trou, mais c'est la raison pour laquelle que c'est interdit d'aller à l'extérieur du trou pendant Yom Tov. Si ça serait une mlacha, et non pas lié avec la manne, ce serait une mlacha, c'est une notion de travail. Alors on t'aurait dit, ok, c'est une notion de travail, il y a des travaux qui sont interdits Shabbat, mais si c'est Ochel Nefesh, c'est pour manger, tu as le droit de le faire pendant Yom Tov. Mais vu que c'est pas lié avec un travail, c'est la raison pour laquelle que Yom Tov, tu n'as pas le droit de sortir à l'extérieur du trou. Ça, c'est la réponse du Khatam Sofer. Mais le Rabbi dit, cette réponse du Khatam Sofer, elle marche bien uniquement d'après l'opinion qu'il n'y avait pas de manne le jour de Yom Tov. Mais dans Tosfot, dans le traité Beitza, dans Davbet, là-bas Tosfot, il ramène deux opinions. Il dit qu'il y a une opinion qui dit que la manne, elle tombait, oui, le jour de Yom Tov. Alors, est-ce qu'on va dire, d'après celui qui dit que la manne, elle tombe, oui, le jour de Yom Tov, il n'y a pas l'interdiction de trouble, on trouve nulle part qu'il y a quelqu'un qui va dire qu'il n'y a pas l'interdiction du trouble pendant Yom Tov. On a appris dans la Masechet Beitza, on a appris qu'il y a le trouble, c'est d'après toutes les opinions, on n'a pas appris une opinion qui dit qu'on n'a pas le droit qu'on a oui le droit de sortir à l'extérieur du trouble le jour de Yom Tov. Donc on est obligé de dire que le trouble, ça fait partie d'une mlacha, donc d'un travail, et malgré le fait que ce n'est pas un travail, malgré le fait que c'est un travail quand même, c'est interdit le jour de Yom Tov. D'ailleurs, dans le Maharsha, dans le traité Ktuvot, eh bien, il demande cette question-là, il dit, il faut une explication, pourquoi ils n'ont pas permis le troum, si c'est le tzorech, si t'as besoin pour manger. Il dit même, blachak moura, un travail qui est à 100% un travail, ils ont permis, parce que vu que ça a été permis, donc pour manger, t'as le droit de le faire. On a pris dans la Gemara, t'as le droit de porter même de la nourriture d'un endroit à l'autre, et t'as le droit de prendre même des choses d'un endroit à l'autre, parce qu'on a le droit de prendre de la nourriture. Donc, dans tous les cas, on voit clairement dans le Maharsha que le trouble, c'est une mlacha. La question du Maharsha, elle fait comprendre que c'est une mlacha. Alors la question, elle revient. Pourquoi on ne permet pas l'interdiction du trouble, enlever l'interdiction du trouble, si c'est Ochel Nefesh? Alors, le Maharsha qui a demandé la question là-bas dans le traité de Ktuvot, il dit juste V'yesh le Yashev, qu'on peut répondre. Il n'a pas donné de réponse. Alors, le commentaire du Maharsha, le Karnerem, il dit que l'intention, ce que le Maharsha il veut dire, c'est que rapprocher le manger de lui, c'est permis, mais se rapprocher soi-même, d'aller vers le manger, ça c'est interdit. Parce que rapprocher du manger, rapprocher le manger de soi, c'est marchir ochel nefesh. Donc, mais lui, il n'a pas le droit de sortir à l'extérieur du trou. Donc, en d'autres mots, ce qui est permis de faire, le tzorech ochel nefesh, c'est un travail qui est dans le mahar. Tu prends l'animal, tu fais le shrita par exemple. Et d'ailleurs, comme le Adbour Hazaken le dit clairement au début de l'Ilchot Yom Tov, que toute mlacha, tout travail qui est fait dans la nourriture, dans la boisson, comme par exemple boissonner, faire la shrita, faire cuire, faire passer d'un domaine à un autre domaine, tout cela, vu qu'ils sont faits avec la nourriture elle-même, et lorsque la personne, elle profite de la nourriture, cette boisson-là, il profite du travail qui a été fait. C'est la raison pour laquelle que tous ces travaux-là, ce qui est similaire à ça, la Torah, elle peut le faire. Donc, c'est ce que l'Adbour Hazaken dit. Alors, le Rabbi dit, le troum, c'est une mlacha, c'est vrai que c'est un travail, mais c'est pas dans la nourriture elle-même, c'est pas comme tu prends quelque chose, tu le fais sortir d'un endroit à l'autre. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle qu'on a appris que les troumines, le troum c'est qui règle la balle, qu'est-ce que je regarde, ça t'appartient, alors ça peut aller là où toi tu peux aller. Pourquoi? Parce que le troum c'est lié à toi. Par contre, au ça, faire sortir Mirshut l'Irshut, on dit pas, ah tiens, ça appartient à l'autre, ça appartient à l'un, ça change strictement rien, parce que faire sortir d'un domaine à l'autre, c'est lié avec la chose que tu prends, c'est pas lié avec un propriétaire. Le troum, c'est lié avec la personne. Donc quand tu dis que la personne, elle va sortir à l'extérieur du troum pour prendre un animal, ça c'est la personne, c'est pas begoufa mach, c'est pas quelque chose qui est fait dans la nourriture elle-même. Donc il n'y a pas la permission de ochel nefesh pendant Yom Tov. Donc après ça, le Rabbi dit, la source de troum, c'est parce que c'est begeder mlacha, ça rentre dans le critère de travail. Non pas comme le Khatam Sofer, il a dit que c'est pas un travail, ça rentre oui dans le critère de travail, comme le Maharsha, là où il dit. Deuxièmement, la raison pourquoi on ne permet pas le troum pendant Yom Tov pour ochel nefesh, parce qu'en effet, c'est pas un travail qui fait de gouf mach dans la nourriture elle-même, ça c'est une interdiction qui est par rapport à l'homme. Et jusqu'à là, le Rabbi l'a ramené, donc, ce qui est écrit dans les commentaires, en rajoutant, en expliquant, etc. Mais après, dans la suite, le Rabbi il explique dans le sens profond des choses. Qu'est-ce que représente ça dans le sens spirituel? Alors, donc c'est une sira d'ailleurs que le Rabbi l'a dit, Chaf Menachemav Tashin Tedvav, donc Chaf Menachemav, qui est le jour de Iloula, du père du Rabbi Levi Yitzhak. Le Rabbi faisait un sioum le jour de Yortzai de ses parents, que ce soit Vav Tishi, donc pour sa mère, la Rebbe Tzimchana, que ce soit le Chafav pour son père. Alors Rabbi explique ça spirituellement. Il dit, c'est connu ce que l'Admour Hazakan il explique dans le Biur Hazar Parashat Vayishlach, que les lois, que les Tanaïm et la Moraïm, ils ont dit ça, basé sur ce qu'ils ont vu là-haut, comme c'est là-haut, et basé sur ça, ils ont compris comment les choses se passent ici. Alors on comprend que même les lois qu'ils ont discutées, qui ne sont pas arrivées là, dans la loi concrète, mais en vérité, ils ont une source. Parce qu'en plus du fait que ça a été mentionné dans la Torah, mais vu qu'ils ont dit ça parce qu'ils ont vu ça à la source où c'était, alors c'est sûr et certain que même si pour une raison la chose ne s'est pas concrétisée ici-bas, que la halakha n'a pas été comme ça, mais
Il y a un comportement comme ça qui existe dans le monde spirituel. Et d'ailleurs, comme on trouve en ce qui concerne donc, le désaccord entre Bet Shammai et Bet Hillel, que même lorsque la halakha, elle n'est pas comme Bet Shammai, mais quand même, on nous dit que dans les temps futurs, la halakha elle va être comme Bet Shammai. Il y a une notion qui va exister. Et de la même manière, le Rabbi nous dit en ce qui nous concerne. En ce qui concerne donc le désaccord entre le Rabbanan et Rabbi à la fin du traité de Beitzah, c'est quoi les bayatot? C'est quoi des bêtes qui sont domestiques? D'après Rabbanan, on a dit les bayatot, c'est ceux qui viennent et ils dorment dans le trou. Chaque nuit, ils reviennent. Et Rabbi, lui, l'a dit, même s'ils rentrent un tout petit peu de temps en temps dans le trou, ils sont déjà considérés domestiques. Il a dit s'ils viennent bimotachama, bimotaksham, mais ça ne change pas quand est-ce qu'ils reviennent. La halakha concrètement, c'est comme qui? C'est comme Rabbanan. Parce que ils sont la majorité, mais malgré ça, l'opinion de Rabbi aussi, elle a de quoi avoir place, de prendre lieu. C'est-à-dire que dans le monde de Rabbi, il y a un comportement qui existe comme ça. Et l'endroit où se trouve Rabbi, la halakha est comme lui, comme le Rabbi va expliquer. Spirituellement parlant, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on réfléchit, on voit, il y a différentes catégories de nefesh abam, d'âme animale. Donc ces bêtes-là qu'on est en train de parler, c'est la bête qui est à l'intérieur du juif. Et on va discuter pour donner un critère sur ces animaux, l'animal qui est dans le juif, est-ce qu'il est domestique ou pas? Domestique dans le sens, est-ce qu'on peut l'offrir en sacrifice? Est-ce qu'on peut en faire de ça un repas le jour de Yom Tov, l'élever à Kadosh Baruch Hu? Ou bien cet animal, il est midbar, il est dans les prairies, tu ne peux pas l'élever pendant Yom Tov, tu peux pas lui faire un sacrifice, le rapprocher à Kadosh Baruch Hu. Eh bien, je dis sacrifice dans le sens de rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, Korban Kiruv. Alors, nous avons l'opinion de Rabbanan. Rabbanan sont pluriels. Eux, ils regardent sur la majorité du monde. Eux, ils pensent que ceux que la majorité de la journée, ils ne sont pas dans un endroit, une région habitable. Ils ne sont pas à Yashavadam Sham, ils sont dans un désert, un endroit que l'homme n'habite pas là-bas. Dans le sens plus large du terme, c'est pas juste qu'il n'y a pas d'homme qui habite là-bas, mais le Adam à Elion, l'homme suprême à Kadosh Baruch Hu, la divinité ne se trouve pas là-bas. Et ils sont là-bas toute la journée, ces gens-là. Mais quand même, ces gens-là, lorsque ça arrive la nuit, eh bien, ils viennent, ils rentrent. Quand ils ont une situation, il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, ils se disent, oh, on va aller dans un endroit qui est habitable, on va aller dans un endroit dans lequel on se comporte bien, parce qu'ils ont un sentiment de Hirat Shamaim qui s'éveille chez eux. Alors, Rabbanan disent, ça c'est des bayatot, ça c'est des domestiques. C'est vrai que dans la journée, ils ne sont pas là quand tout va bien, mais le fait qu'au moins, de la nuit, ils viennent à côté, ils viennent dormir dans le trou, ça c'est bon, ça fait quelque chose. Mais par contre, ceux qui sont à l'extérieur, et comme ça, de temps en temps, ils viennent une fois par an, ils rentrent comme ça dans un endroit habité, ça, Rabbanan, ils disent, eux, on ne peut rien faire. Ça, c'est Rabbanan. Regarde la majorité, la manière de voir. Mais Rabbi, c'est le Manig Nasiador, c'est le chef de la génération. À l'époque de Rabbi, il y avait beaucoup de souffrance au peuple juif. C'est la raison pour laquelle que Rabbi il a écrit la Torah orale. Eh bien, même un tel juif qu'en général, on ne le voit pas dans un endroit habité, et seulement une fois par an, de temps en temps dans l'année, en été ou en hiver, il arrive. Rabbi dit, ce juif-là, on peut la rapprocher, on peut faire quelque chose avec lui, il est bayatot, il est domestique. C'est-à-dire, Rabbanan, il regarde sur la majorité du monde. Par rapport à la majorité du monde, il n'y a pas lieu à faire une telle chose-là. Quelqu'un, tu le vois de temps en temps seulement dans un endroit habité, tu vas lui le pouvoir le rapprocher. C'est possible que la personne qui va essayer de rapprocher lui-même va se rabaisser, et que la personne ne va pas réussir à monter du tout. Et en faire une soudat mitzvah pendant Yom Tov, c'est pas possible. Ça, c'est Rabbanan. Mais Rabbi, le Nasi adore. Qu'à propos de lui, on raconte dans la Gemara que lorsqu'il a oublié un instant comment Rachamav Kolmas, le Rabbi raconte pas l'histoire, mais l'histoire, donc elle est qu'il y avait un veau qui est venu comme ça dans le pan de son vêtement, qui voulait pas qu'on allait faire la shrita, il a dit, t'es fait pour ça, vas-y. Et suite à ça, donc il y a eu des souffrances qui lui sont arrivées pour arranger ce comportement jusqu'à qu'il s'est comporté complètement à l'inverse. Parce que Rachamav Kolmas, dans la suite de la Gemara là-bas, c'est raconté qu'une fois il y avait des sortes de souris, quelque chose comme ça, donc qui étaient des petits, sa femme de ménage est en train de balayer, il a dit le laisser, à ce moment-là, dans les souffrances, ils sont partis. En tout cas, lui, il a une Rachamav Kolmas, il s'est comporté de manière qu'il a une Rachmanout, il a miséricorde pour tout le monde, et bien lui, il dit on peut arranger tout le monde. Pas seulement celui qui se trouve constamment, qui vient toujours dans l'endroit habité, pas seulement celui qui revient dans la nuit seulement, et pas seulement celui qui rentre de temps en temps au Yishuv, bien que ce n'est pas chaque nuit, même ceux qui viennent une fois par an. Rabbi aussi dit qu'on peut le rapprocher. Et on va encore plus loin en vérité. Après la dernière réponse de la Gemara, Rabbi dit que même ceux qui viennent jamais dans le Yishuv, eux aussi tu peux les prendre et tu peux leur faire la shrita, parce qu'il a dit, d'après votre opinion de Rabbanan, je dis comme ça, je vous dis à vous, je pense que les midbariot, vous devrez faire un autre critère, mais d'après moi, tous les midbariot, on peut leur faire la shrita, c'est ce que Rabbi dit. Tous les juifs, sans exception, mais quelqu'un qui vient jamais, même pas une fois par an, lui aussi tu peux le rapprocher. Et pour conclure, Rabbi dit,
Il y a la règle est là que Be'atr de Rav alacha kerav. Dans l'endroit de Rav, l'alacha est comme Rav. Donc, dans l'endroit de Rabbi, l'alacha est comme Rabbi. Le Rabbi fait référence, en faisant référence à lui, à son beau-père, que tous ceux qui vont dans le chemin du Rabbi, eh bien, ils se comportent comme lui. Quelle que soit la situation d'un juif, il peut faire la shrita, dans le sens de tirer un autre juif, de le rapprocher à la divinité, et parce que de rapprocher encore des juifs et encore d'autres juifs, on va avoir la venue de Mashiach très prochainement, on va dire le Hadran alach masechet beitza Hadran ve'adrach alach. Datan alach masechet beitza ve'datach alach lo nintesh minach masechet beitza lo nintesh minan lo be'alma lo be'alma deate. On va jamais oublier le traité beitza. Yiratz v'lefanecha Adonai Eloheinu v'lavotenu shetetorat umanutenu ba'olam hazeh u'teimanu l'olam haba. Chanina bar papa, Rami bar papa, Nachman bar papa, Achai bar papa, Abba Mari bar papa, Rafram bar papa, Rachish bar papa, Surchav bar papa, Ada bar papa, Daou bar papa. On mentionne tous les enfants de Rav Papa, on dit qu'il était riche, il faisait de grands repas lorsqu'il faisait une conclusion, il invitait ses 10 enfants, d'autres explications plus profondes. Puis on demande à Hachem que ça soit toujours agréable les mots de Torah pour nous et pour nos descendants. Arevna Adonai Eloheinu divrei Torah befinu fiot am chavet Israël. V'ni kulanu anachnu v'tzetzainu v'tzetzainu v'tzetzai am chavet Israël. Kulanu yudeshmecha v'lom Torah lishma. באוי ויתרחקני מצוותיך כי לעולם היא לי מטעמי חוקיך למען לא אוהב לעולם לא אשכח פקודיך כי בהם חייתני באו חטאתי לעבדני חוקיך amen 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 c'est la vaed. Puis on demande, on remercie à Kadosh Baruch Hu qu'on a pu étudier, qu'on est assis dans le Beth Midrash. מודים אנחנו לפניך אדוננו ולבבותינו ששמת חלקנו יושב בבית המדרש ושמת חלקנו יושב כאן שמשקים ומשקים ומשקים דברי תורה ומשקים דברי מתנים אנו עמלים ומעמלים אנו מקבלים שכר ומאמנים ואינם מקבלים שכר אנו רצים והם רצים אנו רצים לחיי העולם הבא והם רצים ליושחת שנאמר ואתה עלים תורידנו ליושחת עד שדמי וממירמה לא יחצו ימיהם ואני אפתח בך. Puis on demande à Kadosh Baruch Hu de réussir à étudier encore plein d'autres מסכתות. ירץ לפניך אדוני אלוהי כשם שזתני לסיים מסכת ביצה. כן תעזרני להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיים ללמוד וללמד לשמור לעשות כן כתיב אותם תורתך באהבה וזכות כל התנאים והאמוראים ותלמיד חכם יעמוד לילוזרי שאותם ושתו מפי ומפיזרי וזרע זר ידו למתקיים בי. ביטלך תנחה אותה בשבחה תשמור עליך וקיצור את היא תשיחך כי ויהיו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים אורך ימים מן בשמאל אשר בכבוד אדוני עוז למויתן אדוני יברך אותם בשלום bien sûr la venue de Mashiach now une excellente journée.